Depuis le massacre de la troupe du Faucon, Guts en a fait du chemin, s'enfonçant toujours plus dans les ténèbres, s'oubliant lui-même, mais surtout oubliant la seule qui pouvait vraiment le rendre heureux, Casca. S'en étant rendu compte, ayant répété une nouvelle fois les erreurs du passé, Guts a décidé de changer et a mis sa vengeance contre Griffiths de côté. Son objectif à présent est de récupérer celle qu'il aime. Sauf que, pour la rejoindre, il devra donc se rendre au pied d'un funeste édifice, la Tour des Châtiments. Après l'échec de la capture du guerrier noir, Farnèse et sa troupe ont donc été affectés à l'escorte de Mosguz, un prêtre exécutant des centaines d'innocents dans sa chasse aux hérétiques. Justement, en apprenant son arrivée à la Tour des Châtiments, les familles des victimes tentent d'attaquer le convoi pour se venger, mais les bourreaux qui lui servent de garde rapprochés réprimandent des assaillants dans d'atroces souffrances. Quand les brigands expliquent que cet assaut est motivé par la mort de leurs proches, mettant en doute son jugement divin, Mosguz montre son vrai visage et les condamne à la torture de la roue sur le champ. Un des condamnés, tentant de fuir, implore alors l'aide d'une femme dans le public, l'aide de Casca. Non loin de la tour, dans une ville, un jeune garçon du nom de Isidro se fait racketter sa nourriture par les soldats du coin. Bien qu'il ait réussi à les piéger en empoisonnant les vivres, la situation dégénère quand une troupe d'infiltration Kushan fait irruption et élimine brutalement les soldats. Isidro se trouve être le prochain sur la liste quand tout à coup, Guts débarque. Les Kushan lancent l'assaut, mais Guts, voulant tester le nouveau tranchant de sa lame, se débarrasse de l'escadron en un coup d'épée. Isidro est alors stupéfait par le spectacle, admirant Guts, qui ne perd pas une seconde de plus à reprendre sa route vers la Tour des Châtiments. Et justement, au pied de cet édifice, la maladie et la famine règnent, les vivants ne se faisant plus distinguer des morts. Alors quand le chariot de provisions en destination du monastère passe, bon nombre de personnes demandent la charité et fouillent dans les sacs. Face à cet acte considéré comme un crime, la troupe des chaînes d'acier sacré intervient et les capture. Faisant mine de bonne foi, Mosguz fait rentrer dans le monastère ces pauvres gens et soigne un bébé qui était malade. Toutefois, tout crime commis doit être payé, et tous ceux ayant touché à la nourriture sont emmenés dans une salle de torture semblable à l'enfer, où Farnèse ne peut que détourner le regard face aux atrocités qui y ont lieu. Dans une tente au pied de la tour, une femme au nom de Luca vend ses services à un soldat de la troupe de Farnèse nommé Jérôme. Quand soudain, pendant l'acte, une tête apparaît, celle de Casca, ou devrais-je dire Hélène, qui est le nom que Luca lui a donné. Si elle a tant de bandages sur la tête, c'est pour cacher sa beauté et la faire passer pour une malade afin d'éviter les problèmes. Luca est une fille de joie et partage son quotidien avec d'autres filles faisant la même chose qu'elle. Un jour, Nina, qui travaille avec Luca, revoit un de ses anciens clients nommé Joachim qui semble être tombé amoureux d'elle. Celle-ci lui demande donc de le rejoindre près de la rivière la nuit si ce qu'il dit est vrai. Une fois Joachim au point de rendez-vous, Nina l'emmène suivre un chemin sinueux menant à une grotte, où se livre une orgie sous l'effigie d'un monstre à tête de bouc. Joachim entraîné dans la grotte, enfumé par les vapeurs de drogue, dut au bout d'un moment porter allégeance au bouc. Mais il prit conscience que dans la soupe qu'il devait boire, résidaient des morceaux de corps humain. Pris de panique, Joachim prend alors la fuite, avant que la secte ne le rattrape et le capture. Pour éviter d'être dénoncé pour hérésie, les cultistes se débarrassent donc de lui en le jetant dans un ravin. Sauf que Luca, qui avait discrètement suivi la trace de Nina, a assisté à la scène. Et une fois celle-ci isolée, Luca s'approche d'elle pour la gifler et la disputer comme une enfant. Mais elle se rend vite compte que Casca l'a suivi dans son investigation et qu'elle se retrouve à présent au milieu de cultistes voulant abuser d'elle. Mais comme à chaque nuit, l'enfant maudit intervient pour la protéger et un déferlement d'esprit se débarrasse alors des hérétiques. Les autres cultistes face à cette scène ne peuvent que s'agenouiller devant Casca, la considérant comme une sorcière. De son côté, Guts a été suivi discrètement par le jeune Isidro qui tente tant bien que mal de soulever son épée. Sauf que Guts doit la récupérer pour affronter de nouveau les esprits. Notre héros expédie alors rapidement le combat car le temps presse. Il doit sauver Casca. Poursuivant sa route, Guts croise une nouvelle fois sur son chemin le chevalier squelette. Le fil du destin semble les avoir de nouveau réunis pour l'apparition du Faucon, qui compte prendre forme physique dans ce monde. Cependant, ce qui accompagnera cette renaissance sera une occultation, une nouvelle éclipse. Cette terrible nouvelle donne des frissons à Guts, mais empreint d'une détermination sans faille, notre héros compte bien sortir vivant une fois de plus de l'enfer et ramener Casca saine et sauve. À la Tour des Châtiments, les bûchers pour hérésie se font de plus en plus nombreux, tous allumés par Farnèse qui a toujours été félicitée pour cela quand elle était enfant. Cependant,
le groupe de Luca commence à attirer l'attention avec les nombreux cadeaux que reçoit Casca de la part des cultistes. Si bien qu'un jour, une des filles de la bande est capturée pour être emmenée à la torture. Luca, agissant comme une grande sœur, intervient alors pour la sauver. Le chevalier brandit donc son fouet qu'il utilise avant que celui-ci ne s'entoure tout à coup sur une gigantesque lame. Guts vient d'arriver à la tour et il n'est pas d'humeur à plaisanter. Les cavaliers ne sont donc qu'une formalité et doivent fuir devant la force du guerrier noir. Isidro, suivant toujours les traces de Guts, subtilise alors les clés des menottes et libère Luca et ses amis. En voyant la marque des sacrifiés, Luca reconnaît le motif que porte aussi Casca et l'emmène donc jusqu'à elle dans sa tente. Sauf qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Ayant peur d'être dénoncée pour hérésie, Nina a pris Casca avec elle pour fuir. Par chance, Isidro et Puck, qui étaient partis à la recherche de Casca, la trouvent elle et Nina en train d'être kidnappés par les cultistes. Ne pouvant les affronter de face, ils décident donc de les prendre en filature. Sur la colline au bûcher, la nouvelle du retour du guerrier noir est vite arrivée. Cependant, la mission lui ayant été retirée, Farnèse poursuit son inquisition en étant mise sur la piste d'un repère d'hérétique par quelqu'un. Et cette piste ne lui vient de nul autre que Joachim, qui a survécu à la chute. En ayant suivi les cultistes jusqu'à leur repère, Isidro remarque que Casca est traitée en reine. Sauf que Nina s'apprête à être offerte en sacrifice. Isidro demande donc à Puck d'aller chercher Guts à toute vitesse pendant qu'il les occupe. Avec sa position en hauteur, Isidro bombarde à coups de cailloux les nudistes qui tentent tant bien que mal de l'attraper. Cependant, quand la marque de Casca s'active, les esprits maléfiques prennent possession des cultistes, créant un véritable chaos. Ceux essayant de fuir se retrouvent alors nez à nez avec la troupe de Farnèse. Une bataille s'engage donc entre les démons et les soldats. Profitant du chaos, Isidro parvient à rejoindre Casca et Nina. Mais la situation dégénère quand le bouc se retrouve lui aussi possédé. Fuyant à travers les combats poursuivis par le bouc, le groupe parvient à sortir de la grotte. Mais dans la foulée, Casca trébuche et se retrouve à la merci du démon. Une ombre parcourt alors le champ de bataille à toute vitesse et élimine tous les démons autour dans un tourbillon d'acier. Guts est arrivé à temps pour sauver Casca. Confiant sa sécurité à Isidro, notre héros ouvre le chemin pour fuir. Mais le bouc ne compte pas en rester là. Tant qu'il ne sera pas mort, nos héros ne pourront pas fuir. Guts entame alors le combat, bien déterminé à protéger Casca. La pote fonce sur le guerrier noir et demeure instoppable malgré une pluie de flèches. Cependant, avec les bombes portatifs fabriquées par Rickert, Guts explose son visage avant de lui trancher la tête d'un coup net. Notre héros peut alors quitter le champ de bataille par le biais d'une falaise escarpée. Mais Serpico, bien déterminé à tuer Guts pour soulager Farnèse, lui tend une embuscade. Dans ce lieu exigu, Guts ne peut qu'esquiver la lame de son adversaire, incapable de dégainer la Dragon Slayer. Bien qu'ayant un avantage stratégique, Serpico est aussi une fine lame mettant Guts en grande difficulté. Mais grâce à ses réflexes et son expérience du combat, Guts parvient à saisir la lame de Serpico en pleine action dans sa main avant de la briser. L'agile renard passe alors derrière lui, subtilisant une bombe au passage qu'il fait exploser avant de disparaître. Après ce combat, en descendant le reste de la falaise, Guts ne retrouve que Isidro sur tout le groupe. Car les soldats postés en contrebas ont capturé Casca et Nina pour les emmener à la tour. Guts, qui tenait enfin Casca entre ses bras après avoir passé des jours et des nuits à tenter de la retrouver, vient de voir son soulagement s'évaporer en quelques minutes. Bien déterminé à ramener Casca, Guts, accompagné par Luca et Isidro, marche donc vers la tour. Tandis que dans leur cellule, Nina est emmenée de force par les bourreaux et découvre avec horreur la salle de torture. Ne pouvant imaginer ce qu'on allait lui faire, elle dénonce Casca sans sourciller qui est emmené à sa place. Sur le chemin de la salle, Casca et Farnèse se croisent alors. La commandante des chaînes d'acier sacrées est rappelée par son père, le seigneur Vendimion, jugeant la mission trop dangereuse pour elle, laissant le commandement à Hazan. Quant à Casca, considérée comme une sorcière, on lui réserve la pire des tortures. Le supplice de la Vierge de Fer. À mesure que les pics se rapprochent d'elle et transpercent sa chair, les esprits s'accumulent jusqu'à exploser l'instrument de torture et totalement envahir la salle. Les démons commencent alors à s'en prendre aux humains. De retour sur le groupe de Guts, ils parviennent à infiltrer la forteresse par un passage secret connu de Luca. Sentant le danger à venir, Guts court à toute vitesse pour retrouver Casca, jusqu'à tomber par hasard sur la troupe des chaînes d'acier sacrées. Caché dans un couloir dérobé, Guts enlève alors discrètement Farnèse et lui demande de le mener jusqu'à Casca. Ne pouvant qu'accepter, elle l'accompagne. Mais une fois dans la salle, il ne reste plus que des squelettes, les esprits ayant dévoré tout le monde.
Puck, qui était caché et ayant assisté à la scène, dit alors que Casca aussi a été dévoré par les esprits mais pas digéré comme les autres. Preuve qu'il n'est pas encore trop tard. Pour la première fois de sa vie, assistant à la discussion, Farnèse vient de prendre conscience de l'existence de Puck. Au sein de sa cellule, pensant à sa mort proche, Nina est soudainement sauvée par Luca, Isidro et Jérôme, le chevalier amoureux. Mais à peine Nina est-elle sortie de cellule qu'un puissant bourdonnement se fait entendre. Un déluge d'esprits totalement déchaînés se déverse dans la forteresse pourchassant le groupe. Cherchant à fuir, nos héros se retrouvent au bout d'un moment encerclés quand soudain un torrent de flammes jaillit faisant disparaître les esprits. Mosguz les a purifiés, récupérant ainsi dans ses bras indemnes Casca qui était à l'intérieur. Pour faire valoir la volonté divine, il compte donc la brûler sur un bûcher à la vue de tous. Nos héros veulent donc s'interposer, mais la force des bourreaux est telle qu'ils ne peuvent rivaliser face à eux et se retrouvent suspendus au bord du précipice. Pendant que Guts continue l'ascension de la tour à la recherche de Casca, le chevalier squelette fait son apparition sur le toit de l'édifice, caché dans la brume. Luca flanche alors et chute du haut de la tour, quand soudain, une ombre passe à la vitesse de la lumière et la saisit en plein vol. Elle vient d'être sauvée de justesse par le chevalier squelette. Mais cela n'arrête pas l'assaut du bourreau qui lance un pilier qui se retrouve coupé en deux avec l'arrivée de Guts. Mosguz et ses bourreaux déploient donc leurs ailes pour l'affronter. Guts va devoir mener un combat seul contre 7. Sa marque saignant comme s'il était en face d'un apôtre. La bataille commence et Guts parvient à toucher un des bourreaux avant de bloquer une pince avec ses dents. Sauf que le Goliath le propulse avec une charge qui l'envoie dans le décor, faisant apparaître petit à petit la nature démoniaque des bourreaux. Au pied de la tour, Luca et le chevalier squelette qui ont atterri au milieu d'une fosse commune font alors la rencontre d'un étrange être à la forme d'œuf. Celui-ci attaque immédiatement le chevalier squelette avant de kidnapper Luca dans son tertre. Cet étrange être, qui fut autrefois abandonné de tous, ne pouvait que fouiller les déchets pour se nourrir, jusqu'au jour où il tomba sur une béélite. Rejeté et pourchassé par les gens de la surface, il n'eut de cesse de creuser un trou de plus en plus profond où se terrer à l'abri des menaces. Sauf qu'une nuit, une pluie de cadavres se déversa dans son trou, transformant son habitat en une fosse commune. Seul, écrasé par une montagne de corps, sa détresse activa sa béélite, faisant apparaître les 5 God End. Ayant constaté toute la cruauté du monde depuis la profondeur de son antre, il souhaita alors la naissance d'un monde nouveau en échange de celui qui l'entourait. Devenant ainsi l'œuf contenant en lui les germes de ce nouveau monde, il n'attendait alors que ce jour précis pour déclencher l'occultation. De son côté, Guts se bat comme un acharné contre les bourreaux et parvient à faire jeu égal contre eux, pourfendant à l'aide de sa Dragon Slayer le monde auquel Farnèse croyait depuis petite. Sauf qu'il est l'heure pour Mosguz d'emmener Casca au bûcher, laissant Guts face à ses bourreaux. Complètement immobilisé, Guts ne peut poursuivre Mosguz et subit un violent coup, le mettant dans un sale état. Ne pouvant esquiver la prochaine offensive, Guts utilise l'inertie de l'attaque ennemie pour faire un tir destructeur et trancher l'un des bourreaux par la même occasion. Avec ses mines portatives, notre héros parvient à en leurrer un autre, qui finit embroché sur son épée. Le meneur des bourreaux, à présent seul, tente alors un ultime assaut, mais se fait prendre de vitesse par Guts qui réussit donc à l'éliminer. Cependant, bien que le combat soit fini, les problèmes ne font que commencer quand les esprits venant de la fosse se déversent partout, annonçant la prochaine éclipse. Face à ce raz-de-marée d'esprits, la tour des châtiments s'écroule, ne laissant plus qu'apparaître son sommet qui forme à présent une main. Les réfugiés vivant aux abords de la tour, possédés par les esprits, transforment le lieu en un enfer de feu et de sang, qui, vu du ciel, forme la marque des sacrifiés. Dans ce chaos total, Mosguz apparaît alors comme un être divin pour les rescapés qui s'agenouillent devant lui. Ils saisissent alors Casca, considérée comme une sorcière, pensant que la brûler leur sera salvateur. Tandis que Guts, toujours au sommet de la tour, fait face aux esprits, prenant l'apparence des God End. Même si son désir de vengeance brûle toujours, sa priorité actuellement est de sauver Casca. Au même moment, l'œuf prenant de la hauteur pour assister à l'effondrement de ce monde, croise sur sa route l'enfant maudit proche de la mort, car il a tout donné pour protéger Casca des flammes de Mosguz. Voyant cet enfant rejeté comme un reflet de lui-même, l'œuf décide de l'avaler afin qu'il puisse renaître dans le nouveau monde. Au sommet de la tour,
Guts donne tout ce qu'il a pour rejoindre Casca, mais les esprits ne cessent de lui bloquer le passage. Face à cette montagne de ténèbres, il n'arrivera jamais à temps. Heureusement, Isidro, usant de pirouettes, parvient à libérer Casca in extremis du bûcher. Mais ce sauvetage provoque la rage de Mosgus qui pourchasse donc nos héros à travers la tour en ruine. Quand soudain, perçant les ténèbres de son épée, Guts plonge sur le prêtre, le faisant chuter du ciel et l'écrasant sur le sol devant ses fidèles. Guts retrouve enfin Casca qui est à sa portée. Mais Mosgus se redresse subitement et arbore une forme semblable à un démon de pierre. Et sous cette forme, même la Dragon Slayer ne peut briser sa carapace. Guts subit alors les frappes et les flammes du prêtre avant de lui enfoncer son épée dans la bouche. Mais même comme ça, Mosgus parvient à bloquer la lame à l'aide de ses dents. Face à une foule craignant pour leur vie, Guts et Mosgus se livrent un combat sans merci. Cependant, notre héros remarque une faille à l'endroit où il l'avait transpercé. Guts subit donc volontairement les coups et loge dans la poitrine de la bête des explosifs, agrandissant son point faible. C'est l'occasion idéale pour le guerrier noir qui porte le coup final. C'est la fin pour Mosgus qui tente alors d'entraîner Guts dans la tombe. Mais celui-ci parvient à le projeter, le faisant chuter sur la foule. Les fidèles, voyant leur dernier espoir s'écraser devant eux, ne peuvent que paniquer quand les ombres viennent les dévorer. Casca, face à cette scène lui rappelant l'éclipse, commence à trembler de tout son corps, jusqu'à ce que Guts la saisisse de ses bras et la serre contre lui. Guts et Casca, à nouveau ensemble, vont donc devoir survivre une nouvelle fois à l'enfer. Face aux démons engloutissant tous les corps sur leur passage, seules les flammes semblent dévier la trajectoire des créatures. Mais Guts compte bien tenir jusqu'au lever du soleil. Les ombres s'engouffrant dans la tour dévorent tout sur leur passage, atteignant le sommet et formant une main d'ombre. Guts et sa troupe se retrouvent encerclés par les esprits, mais arrivent à tenir leur position grâce aux explosifs. Farnèse, sous les directives du guerrier noir, brandit sa torche au lieu de prier pour la première fois. À l'aube du lever du jour, l'œuf au sommet de la tour sent que l'occultation est complète. Il finit donc par éclore en donnant naissance à un être de lumière dispersant tous les ténèbres et laissant les rayons du soleil transpercer les nuages. C'est fini, l'enfer est terminé. Guts pose donc sa longue cape sur Casca pour la réchauffer. Tout le groupe qui était près de Guts ont survécu, ainsi que la troupe de soldats d'Azan. Mais derrière cet éclatant soleil, les Kushan font leur apparition et lancent un assaut pour capturer les survivants. Guts et les autres ont donc à peine le temps de se reposer qu'ils retournent de nouveau au combat. Mais ils se retrouvent rapidement submergés par le nombre d'ennemis. Quand soudain, dévastant la roche, Zod apparaît sous sa forme bestiale et pousse un puissant cri. Le chevalier squelette, alors non loin de la bataille, montre une direction du doigt. Guts se retourne donc et remarque d'un air stupéfait, entouré de faucons blancs, la renaissance de Griffiths. Zod s'incline alors devant cet être de lumière, le reconnaissant comme son maître. Face à cette scène, laissant le temps en suspens, la haine de Guts pour Griffiths reprend possession de lui. Du moins, jusqu'à ce que la voix de Casca ne le ramène à la raison. Notre héros demeure alors tétanisé, incapable de faire un choix entre sa vengeance et la protection de Casca. Au même moment, pendant que Zod déchique les Kushan, le groupe de Isidro en profite pour prendre la fuite par un chemin en contrebas. Seulement, l'armée Kushan vient de débarquer, faisant apparaître une silhouette se détachant du ciel. Celle de Zod s'envolant, portant Griffiths sur son dos. Quand soudain, un cheval galope à contre-courant de l'armée ennemie. C'est Guts qui se fraye un chemin en cavalant avec Casca. Isidro, le voyant dévaler la côte, compte bien le rattraper et poursuit sa route. Il en est de même pour Farnèse, qui après ces événements, voit Guts comme une sorte de prophète. Celle-ci renonce donc à ses fonctions ecclésiastiques sans répondre à la convocation de son père et part accompagné de Serpico. Guts, par sa combativité, a inspiré bon nombre de personnes durant cet arc. Mais pourra-t-il vraiment rester auprès de Casca après que son Némésis soit réapparu face à lui? Quoi qu'il en soit, le monde connaît avec cette renaissance un nouveau changement. Les créatures et paysages de contes qui n'étaient jusque-là que fantaisie sont maintenant sur le même plan physique que les humains. Mais qui dit conte, dit aussi monstre. Devant une tombe, la jeune Erika salue son père. Godot est mort. Guts la prend alors en ramenant Casca avec lui au refuge. À présent, notre héros songe même à rester ici auprès de sa bien-aimée. Mais son désir de vengeance le tiraille toujours. D'autant plus qu'à présent, Griffiths est de retour à la portée de son épée. Sauf que, ironie du sort, Erika prévient Guts qu'ils ont accueilli un invité, qui serait un ancien compagnon de Rickert aux cheveux argentés. En entendant ces mots, Guts accourt vers la colline aux épées où Rickert se trouve. En arrivant, face à lui, se trouve l'homme qui lui a fait vivre l'enfer et lui a tout pris.
Griffiths. Guts, en le voyant, ne peut qu'exploser de rage et lui fonce dessus avant que Rickert ne le retienne, ne comprenant pas pourquoi il lui en veut autant. Griffiths est là, devant lui, aussi impassible que le premier jour où il l'a rencontré. S'il est venu jusqu'ici, c'est pour revoir Guts et savoir si l'hésitation et le doute allaient gagner son nouveau corps comme autrefois en le voyant, mais il n'en est rien. Griffiths s'est libéré de lui, de son amitié, de ses compagnons et de ses émotions, n'ayant aucun regret pour ses actes car il n'a pas trahi son rêve. C'en est trop pour Guts, qui tente donc de lui porter un coup avant d'être stoppé immédiatement par Zod. Heureux de pouvoir de nouveau combattre un adversaire à sa taille, Zod se déchaîne dans un déluge de coups. Seulement, après tout ce qu'il a vécu, Guts n'est plus le même homme et a acquis une force inimaginable pour un humain. Les deux colosses vont alors s'entrechoquer la pied, se blessant mutuellement. Griffiths ressent alors une légère augmentation de son rythme cardiaque face à ce combat. Et la raison à cela est qu'il a fusionné avec l'enfant maudit de Guts pour renaître, qui a peur pour son père. Dans son enthousiasme du combat, Zod revêt sa forme démoniaque et poursuit son combat titanesque contre notre héros. Lors d'une charge, le démon détruit une paroi faisant s'affaisser le sol sur la grotte, qui était le seul refuge de Casca, la protégeant des esprits. D'ailleurs, celle-ci sentant quelque chose de familier, court sur le lieu du combat pour revoir Griffiths. Avant que Zod ne provoque un éboulement, faisant pleuvoir une pluie de roches sur Casca. Guts tente de la protéger, mais il est soudainement projeté par l'immortel. Quand la fumée se dissipe, Guts aperçoit que Griffiths a sauvé Casca, la tenant dans ses bras, celle-ci fondant en larmes de joie. Pendant un instant, le désespoir gagne notre héros, avant que Griffiths ne mette un terme au combat. Il est temps pour le faucon de partir conquérir son royaume, comme si rien n'avait changé depuis. Mais avant son départ, il propose à Rickert de le rejoindre si celui-ci ne le hait pas après avoir appris la vérité. Griffiths s'envole donc dans les cieux, partant poursuivre son rêve. Tout comme au premier jour où il l'a rencontré, Griffiths paraît si loin de lui, comme une lumière inaccessible. Après cet événement, Guts est obligé de partager à Rickert l'enfer de l'éclipse. En l'apprenant, le jeune garçon s'effondre en larmes, voulant accompagner Guts dans sa vengeance. Mais notre héros refuse, et cela pour la simple et bonne raison que Rickert ne pourra jamais vraiment haïr Griffiths comme lui. De plus, Guts ne peut plus rester ici avec Casca, car la grotte les protégeant des esprits s'est effondrée durant le combat, ce qui est un problème, car notre héros a changé et ne désire plus poursuivre sa quête de vengeance en laissant Casca derrière lui. Puck a alors une idée qui lui vient en tête. Il propose à Guts et Casca de venir vivre chez lui, dans le royaume des elfes où ils seront à l'abri des esprits, Elfhelm, un lieu qui sera donc la destination annonciatrice d'un nouveau périple pour nos héros. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour partager les vidéos et faire découvrir Berserk à un maximum de monde. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.